Voilà, bonjour. Donc, nous recevons M. Claude Reichmann. Je suis très flatté, Claude Reichmann, de vous recevoir parce que pour moi, vous êtes quelqu'un de très important. Alors, on va définir un peu. Il y a très peu de gens qui ne connaissent pas Claude Reichmann, mais ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, Claude Reichmann est au départ chirurgien dentiste. Très rapidement, tout à fait au début de sa vie, il est syndicaliste. Et il s'intéresse d'une manière très proche à l'économie et tout particulièrement à la sécurité sociale et tout particulièrement donc au système de fonctionnement de notre médecine et ça depuis bientôt 50 ans. Et il est le premier à avoir perçu que l'Europe pourrait être un moyen d'essayer de donner un peu d'oxygène à cet espace dont on va parler et qui effectivement ne fonctionne pas. Alors donc, merci d'être venu. Merci à vous. Donc, parlez-nous un peu du début de ce combat, du début quand vous avez pris conscience que c'était très important qu'il fallait se battre et comment vous avez fait au départ. Eh bien, ça a commencé par la première feuille de sécurité sociale que j'ai aperçue. C'est-à-dire que quand j'ai vu cette feuille, que quelqu'un me brandissait, un patient, je me suis dit, mais nous ne sommes plus deux. Le patient et moi, dans ce fameux colloque singulier dont on parle en médecine, nous sommes trois. Il y a quelqu'un, parce que si c'était une simple feuille, bien entendu, on l'aurait remplie sans autre forme de procès. Mais à partir du moment où vous avez derrière cette feuille toute une série de bureaux, d'organismes, dont l'objectif est de, en quelque sorte, de vous dicter votre conduite, parce que je l'ai tout de suite perçu. Donc à partir de ce moment-là, j'ai su que la sécurité sociale serait non pas un partenaire, mais obligatoirement un adversaire, car son emprise ne pouvait manquer d'augmenter régulièrement. Quand j'ai commencé ma carrière, nous n'étions pas très loin du fameux décret du 12 mai 60 qui a en quelque sorte créé le système moderne de relations, quand je dis moderne, enfin contemporain, de relations entre la sécurité sociale et les praticiens. Et donc, c'était ses débuts, et les gens ne se méfiaient pas beaucoup. Pas plus qu'on ne se méfie d'une menace qui paraît légère et incertaine. Mais il se trouve que j'avais peut-être un peu plus de lucidité que mes confrères, et je me suis tout de suite aperçu que ces gens-là allaient nous rendre la vie extrêmement difficile, parce qu'au-delà des principes qui étaient les nôtres, c'est-à-dire les principes déontologiques de la médecine, il y avait toute une série de principes différents que la sécurité sociale véhiculait, et qui étaient tout simplement le fait que l'intérêt de la sécurité sociale primait largement sur celui des patients. Mais c'est-à-dire que la sécurité sociale arrivait masquée dans la mesure Exactement. où elle arrivait en laissant croire qu'elle était une assurance qui permettait de répartir le risque santé à l'ensemble de la population. Alors c'est là que c'est tout à fait, et c'est d'ailleurs toujours de cette façon masquée qu'avance la sécurité sociale, on est bien d'accord là-dessus. Alors ça c'est assez intéressant. Alors, de votre point de vue, enfin, ce que j'ai cru comprendre de votre combat, c'est que vous, très clairement, vous voudriez, enfin, vous pensez que cette assurance collective, quant à la santé, pourrait être parfaitement privée. On est dans l'espace privé. Donc on devrait avoir, il revient toujours 3 personnes, mais il y aurait le malade, le médecin et l'assurance, qui, si j'ai bien compris votre raisonnement, serait une assurance libre. On pourrait avoir l'obligation de la prendre de manière à ce qu'on n'ait pas des gens imprévoyants, ensuite que la collectivité aurait à charge, mais dans cette obligation de la prendre, comme pour la voiture, on aurait le choix de l'assureur. C'est bien ça votre position? Alors c'est exactement cela, à ceci près quand même que l'idée que la sécurité sociale serait un assureur est une idée fausse, tout simplement parce que la sécurité sociale demande des cotisations fondées sur votre revenu et non pas sur le risque assuré. À partir de là, elle devient un impôt. Or, dès qu'elle est un impôt, elle n'est plus un assureur. C'est comme si demain, vous avez le même revenu que votre voisin, et vous avez la même voiture. Bon, dans ce cas-là, vous paierez votre assurance exactement de la même façon. Mais si vous, votre voisin, a un revenu largement supérieur au vôtre, la même voiture sera assurée, entre guillemets, pour 2 fois plus cher. Donc, ce n'est pas une assurance. L'assurance doit être neutre. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, mais c'est pour ça que je disais que la sécurité sociale avance masquée, puisqu'elle fait croire. Elle fait croire. Et elle n'est pas une assurance. Elle n'est pas une assurance. En aucun cas, elle est un impôt redistributif. Alors, dans cette notion de solidarité qu'apporterait soi-disant la sécurité sociale,
il y a quand même un énorme gouffre dans la mesure où ce n'est pas tous les Français qui paient la sécurité sociale. Quand bien même, si on acceptait cette idée que la sécurité sociale serait une assurance d'État, etc., en admettant qu'on accepterait cette idée, de toute façon, quand la sécurité sociale prélève des cotisations au titre de la solidarité, tout le monde ne les paye pas puisque c'est payé sur les salaires. Mais il y a une partie aussi sur les revenus par la CSG. Oui, c'est-à-dire qu'on a ajouté, comme les salaires ne suffisaient pas, on l'a ajouté en 1990. C'est Michel Rocard qui a créé la CSG, donc en 1990, ce qui a permis aujourd'hui à la sécurité sociale de survivre encore financièrement, car sans la CSG, elle se serait effondrée depuis très longtemps. Donc dans ce combat que vous menez, qui est parfaitement respectable, j'ai eu l'occasion d'assister à une de vos réunions, vous faites des réunions dans toute la France. S'il y en a une près de chez vous, je vous conseille d'y aller parce que c'est très intéressant. J'ai trouvé ça très intéressant, mais j'ai constaté deux choses. Je vais vous dire quelque chose d'assez amusant. On retire du mal de personne, mais il y a un garçon que j'aime bien qui s'appelle Alexandre Jardin. Alexandre Jardin, un garçon que j'ai connu quand il avait 20 ans, qui est un homme que j'aime bien. Et la même semaine, à Montpellier, Alexandre Jardin a fait une manifestation, enfin a reçu à l'occasion de son livre, et vous-même avez fait une... Alors, ce qui était assez invraisemblable, c'est qu'à la réunion d'Alexandre Jardin, la moyenne d'âge, c'était 75 ans, et à la vôtre, la moyenne d'âge, c'était 35 ans. Oui. J'ai trouvé ça très amusant, parce que donc c'était finalement les sujets quand même qui donnent l'âge. Bien sûr. Ça veut dire qu'Alexandre Jardin était dans une... Pourtant, il est plus jeune que moi. Et oui, mais c'est ça qui est amusant, il est bien plus jeune que vous. Oui. Alexandre Jardin, il a 40 ans, il a des enfants. C'est ça. Et donc, si vous voulez, le problème, c'est que son sujet, c'était... une économie équilibrée, une économie, enfin c'était le sujet bateau, ce qu'on appelle les bobos, et vous, le sujet c'était le scandale de la sécurité sociale, de cette fausse assurance qui est en fait un faux, et donc vous aviez toute la jeunesse active de Montpellier, des gens qui étaient entre 25 et 40 ans, et lui avec tous les vieux. Alors ça, j'avais trouvé ça tout à fait... Oui, c'est la première fois qu'on... combat est quand même dans le sens de la jeunesse. Oui, d'autant plus que je me permets d'insister sur cet aspect des choses. Les gens qui viennent à ces réunions sont des gens qui ont des entreprises ou qui sont en train de les monter et ces entreprises sont en danger à cause des charges sociales. C'est-à-dire que nous, notre action est vraiment sur le terrain. C'est une aide que nous apportons aux chefs d'entreprise pour pouvoir continuer leur entreprise. Alors, là, ça nous amène à la question que je voulais vous poser, une autre question qui concerne donc les gens qui vous suivent. Alors donc les gens qui vous suivent, évidemment, sont très décriés puisque vous avez conscience quand même que vous rendez service aux entreprises, et même je pense que c'est leur survie qui est en jeu, mais qu'en même temps il y a toute une caste de la population qui est de l'autre côté et qui vit sur le fruit. Oui. Bon, et que donc, si on décide de sauver les entreprises, une partie de ces gens-là périront. Il va falloir choisir. Alors évidemment, ils périront, ou du moins verront leur système de vie complètement différent. Alors, ça crée un combat d'ordre politique, sociologique, évidemment. Et quand vous avez des gens qui vous adorent et qui vous admirent, mais vous avez des gens qui vous haïssent. C'est vrai, c'est vrai. Un garçon si gentil comme moi. Oui. C'est vrai. Alors, parmi ces gens qui ne vous aiment pas, évidemment, il ne manque pas de dire des choses assez désagréables. Parmi les choses qui sont véhiculées, il y en a deux auxquelles je voudrais que vous répondiez. La première, c'est sur les risques juridiques, prétendent-ils, inconsidérés, que courent ceux qui vous suivent. Alors, moi, je donne ma version. J'ai, avec attention, regardé tous les textes que vous mettez en avant, toute la logique juridique que vous mettez en avant, et j'ai en même temps vu l'absence ou le peu de résultats juridiques, justement, des magistrats. Donc, il est clair que aujourd'hui, les magistrats suivent en grande partie, quand on va au TAS, en grande partie suivent la logique gouvernementale. Or, moi, je considère qu'effectivement, vous avez, une cohérence dans votre discussion et une compatibilité avec, d'une part, l'Europe et puis, objectivement, l'avenir. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre pour rassurer ou pour convaincre ceux qui prétendent que vous n'êtes pas du bon côté de la barrière? Alors, premièrement, en ce qui concerne les menaces les plus visibles qui ont été proférées et même écrites contre nous, il y a des textes qui, d'une part, ne sont pas applicables
et qui d'autre part n'ont jamais été appliquées. Il n'y a jamais eu un seul libéré, puisque c'est ainsi que nous nous appelons maintenant, qui ait été condamné. Jamais. Et la raison est simple, c'est qu'aucune des dispositions de ces textes ne nous vise, car ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas attaquer des dispositions européennes, qu'ils seraient cassés immédiatement. Donc, ils essayent de jouer sur l'ambiguïté qui les fait dire, qui leur fait dire que sont condamnables les gens qui ne s'assurent pas à un régime de protection sociale et non pas à la sécurité sociale. Ils avaient dans un premier temps dit la sécurité sociale, nous leur avons fait comprendre que c'était totalement contraire aux dispositions européennes, que nous allions évidemment porter plainte, et ils ont retiré ce texte pour le remplacer par un autre texte qui dit exactement ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous assurons un autre régime de protection sociale. Oui, mais pendant vous êtes assuré à notre régime de protection sociale, on va y venir après, mais pendant ce temps, vous ne payez pas évidemment la sécurité sociale. Bien sûr que non. Soi-disant obligatoire. Donc là, quand vous êtes poursuivi en non-paiement, est-ce que vous ne poursuivez pas peut-être, ou quand vous êtes poursuivi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il ne se passe pas grand-chose, puisque d'abord, nous avons une équipe juridique extrêmement solide qui permet d'utiliser toutes les subtilités du droit pour éviter que les gens ne soient réellement condamnés. Et quand ils le sont par un tribunal des affaires de sécurité sociale, faut-il encore qu'ils puissent faire exécuter. Or, pour faire exécuter, il faut que les gens aient de l'argent. Car sinon, que voulez-vous qu'ils saisissent? Il n'y a jamais eu de saisie immobilière pendant toutes ces 25 années de combat. Donc finalement, il suffit aux gens d'être prudents et de ne pas laisser trop d'argent sur leur compte, ce qui est d'ailleurs une mesure qui est tout à fait recommandable. Quand vous vivez dans un pays de voleurs, vous fermez votre porte. Bon, voilà, c'est ce que nous faisons, nous fermons la porte. Oui. Donc ils ne peuvent rien saisir, et à la fin des fins, quand ils essayent de faire une action un peu plus musclée, nous sommes tout à fait capables de les en empêcher. Donc en réalité, les libérés ne souffrent pratiquement de rien, sauf ceux d'entre eux qui ont pris peur. Alors il y en a quelques-uns qui, en raison des craintes que vous rappeliez tout à l'heure, se sont dit, mais je risque trop gros, qu'est-ce qui va m'arriver? Vous savez que la France est le pays de la peur. Par définition, on a peur de l'État, parce que l'État n'a jamais été légitime en France. L'État est finalement une espèce de monstre qui attaque le citoyen dans tout son être. L'État, c'est l'ennemi du citoyen. L'État n'est pas l'ami du citoyen. Je sais que vous-même souffrez ou avez souffert de ces dispositions, mais ce sont des dispositions scandaleuses. Et c'est justement parce que l'État, et tout État, je crois en général, ne peut se construire que contre le citoyen. Les pays qui ont réussi à sauver leur liberté sont des pays qui ont réussi à contenir l'État. Bien sûr. Uniquement. Bien sûr, c'est ce que dit Hannah Arendt. Voilà. C'est clair. Non, mais là, on est tout à fait d'accord. On est complètement d'accord. On est complètement d'accord intellectuellement. Dans la pratique, donc celui qui... dans la pratique, moi, je peux comprendre que les gens qui vous suivent, à un moment donné, aient peur, puisque cette fameuse... Parce qu'il y a une espèce de mécanique de la sécurité sociale qui fait que les trimestres s'accumulent, la sécurité sociale continue à demander, et chaque trimestre un peu plus. Et donc les sommes, à un moment donné, deviennent très importantes. Et même si on a ses intérêts ailleurs, à un moment donné, ça devient... Je comprends que ça puisse faire un petit peu peur, quoi, parce que c'est... Oui, je le comprends, mais la plupart de ceux qui nous suivent savent qu'ils ne paieront jamais, car ils ont le droit pour eux. C'est ça. Si dans cette affaire, la sécurité sociale avait le droit pour elle, il y a très longtemps qu'elle aurait gagné ce combat. Elle ne l'a pas, et ce qu'elle essaye de faire, c'est d'agir par intimidation. Et nous, tout notre combat consiste à ne pas se laisser intimider et à expliquer à ceux qui sont en face que jamais ils n'auront un centime. Tout simplement parce qu'ils sont dans l'illégalité. Alors, ça nous amène donc finalement, vous êtes quand même fatalement pro-européen. Ah, complètement, même si l'Europe fait beaucoup de bêtises. Oui, mais sans l'Europe, effectivement, votre combat... Bien sûr, il n'aurait pas commencé. C'est un combat supranational. Absolument, c'est justement le combat de la liberté de circulation, et c'est le combat de la liberté d'installation aussi, parce que c'est grâce à la liberté d'installation que nous avons pu faire prévaloir nos souhaits franco-français, tout simplement parce que nous allions voir venir, en vertu de ce fameux acte unique de 1986, la liberté totale d'installation de tout citoyen européen. À partir du moment où vous voyez s'installer à côté de vous un citoyen européen qui fait le même métier que vous, qui
vit comme un escargot avec sa coquille, qui vit avec ses assurances, il les transporte avec lui. Mais il est dans une situation concurrentielle très favorable. Bien sûr. Et donc c'est cela que nous plaidons depuis le début. Bien sûr. Mais vous battez effectivement contre la notion même d'État au sens large, et vous battez pour la liberté pour laquelle des gens ont laissé leur vie au cours des siècles, et qui est un combat sans cesse renouvelé, parce que le totalitarisme du pouvoir est constant. Alors je ne suis pas adepte de l'absence totale d'État. Je pense qu'un État est nécessaire, un État évidemment, comme on dit souvent, modeste, un État qui s'occupe des affaires régaliennes, et c'est un combat permanent quand on veut ramener l'État ou ne pas laisser croître abusivement, parce que l'État a une tendance naturelle à croître. Vous savez, l'État, c'est un phénomène cancéreux. En réalité, les gens ne le savent pas, mais ce sont des cellules qui se multiplient. Regardez, quand vous créez une administration, par une espèce de magie, tout d'un coup, il y a des bureaux, il y a du personnel, ça augmente tous les jours. Et donc, cette tumeur, on ne peut pas la réduire par la persuasion, ça ne sert à rien. La seule façon de la réduire, c'est d'intervenir chirurgicalement. Ou alors, éventuellement, de façon médicale ou médicamenteuse, avec des médicaments puissants, mais la chirurgie, c'est beaucoup mieux. Donc, il faut couper. Il faut couper des administrations, il faut les arrêter. Vous savez, il y a un criminologue que vous connaissez certainement, Xavier Hofer, qui dit à propos des malfaiteurs, les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Eh bien, moi, je dis, l'État ne s'arrête que quand on l'arrête. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, et il est certain que l'État est une expression de pouvoir, c'est la force. Et il est certain que la force, quand on a le pouvoir, enfin, quand nous avons une vie qui est un peu derrière nous, donc on a vu tout ça. Non, non, qui est devant nous, devant nous. Il y a encore de la vie devant nous. Voilà. Je vais vous raconter une petite anecdote, pardon de nous interrompre, mais il y a une dame, on a cité ça dans les milieux libéraux il n'y a pas très longtemps, une dame qui avait 90 ans, ou même un peu plus, qui a été interviewée. Elle était, je crois, d'origine juive, elle vivait en Allemagne, et au moment où les nazis sont arrivés, elle est allée aux États-Unis. Et on l'a interviewée à son arrivée, et elle a dit, oui, je suis partie parce que je pensais que dans un pays tel que l'Allemagne est devenue, il n'y avait pas d'avenir pour moi. C'est magnifique. Oui, elle l'a dit. Alors, donc, le dernier point, si vous voulez, oui, alors j'avais commencé à vous parler du pouvoir, et dans une vie normale, on l'a de temps en temps le pouvoir, et dès qu'on l'a, moi, si vous voulez, le pouvoir, c'est comme une pierre brûlante. Dès que j'y touche, je me dis, oh là là, je me mets moi-même en danger de devenir quelqu'un qui abuse du pouvoir. Vous étiez un chic-type et vous êtes en train de devenir un salaud. Oui. C'est aussi simple que ça. C'est épouvantable, ouais. Le pouvoir, c'est épouvantable. Parce que ce sont des salauds, il faut quand même le savoir, au sens sartrien du terme. Personne ne devrait accepter de prendre le pouvoir. Donc c'est un peu embêtant. Parce oui. Que dès qu'on le prend, on sait que ça va mal tourner. Cincinnatus est le seul exemple qu'on puisse féliciter. Pardon, je sais pas. Cincinnatus. Oui, Cincinnatus, je n'ai pas suivi. Je sais pas très bien suivi. Cincinnatus, il a été élu consul et il est retourné à sa charrue après. Ah bon, c'était un agriculteur romain. Alors, il paraît qu'on a la même chose dans ce pays qui est en face de l'Argentine, l'Uruguay. Oui. C'est vrai que le président de l'Uruguay va dans sa petite Volkswagen au palais et puis retourne après faire ses affaires tout en étant président de l'Uruguay. C'est un excellent exemple. Alors, dernier point sur lequel donc, je voulais vous poser une question, donc c'est maintenant sur l'assurance que peuvent contracter les gens qui vous suivent. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote au niveau de ces assurances, parce que souvent les gens disent, oui, mais ces assurances privées, c'est pas comme la Sécu, parce que la Sécu, ça vaut le coup, quoi qu'il arrive, etc. Alors, une petite anecdote. Quand j'avais 20 ans, ma maman vivait avec mon père, qui était lui né en 1900 et qui donc avait passé toute sa vie sans jamais cotiser, puisque à cette époque-là, avant la guerre, on n'était pas obligé de cotiser. Donc il a pris sa retraite très rapidement après la guerre, et donc il n'était pas inscrit à la sécurité sociale. Ma mère non plus. Donc quand elle était beaucoup plus jeune que lui, elle avait 20 ans de moins, donc quand moi j'ai commencé à travailler, je me suis fait du souci étant fils unique, me disant je vais avoir un jour ma mère à charge. Elle n'a pas d'assurance, si jamais elle a une maladie grave, je ne pourrais pas payer, ça va être épouvantable. Donc je l'ai assurée. À l'époque, les assurances françaises, les compagnies d'assurance françaises proposaient des assurances maladie. Il n'y avait pas cette espèce de monopole aujourd'hui de la sécurité sociale. Non. J'ai été à la mutuelle du Mans,
j'ai pris une assurance pour ma mère, et puis j'ai payé toute ma vie. Dans cette assurance, il y avait marqué noir sur blanc, à partir du moment où vous assurez, quoi qu'il arrive, on vous gardera jusqu'au bout. C'était écrit noir sur blanc. Donc j'ai assuré ma mère, elle devait avoir 45 ans, mais donc quelque chose comme ça. Et effectivement, elle a développé, pas tout à fait vers 80 ans, elle a développé un cancer, elle a été malade 3 ans, que du rectal, ils ont tout payé, il n'y a eu aucun problème. Alors, donc ça existe. Alors la question, ça existe, je ne pense pas que ça existe aujourd'hui, qu'on puisse retrouver des compagnies en France, je n'en sais rien, parce que je ne me suis pas posé la question. Mais la question qui est souvent mise en avant, c'est que les assurances qui couvriraient les jeunes qui vous font confiance seraient bien inférieures en qualité à la sécurité sociale et surtout seraient des assurances qui couperaient les contrats si les gens ont une maladie grave ou si pour des raisons X ou Y, c'est-à-dire que la garantie de soins jusqu'à la fin de leur vie ne leur serait pas assurée. Alors qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Non, c'est radicalement faux. D'abord parce qu'il y a des règles européennes qui s'appliquent à toutes les compagnies d'assurance et qui interdisent la sélection du risque. Premier point. Donc on ne peut pas chasser quelqu'un d'une assurance, quelqu'un qui deviendrait malade, premièrement. Deuxièmement, vous parliez des assurances françaises. Sachez que si les assurances françaises n'assurent pas actuellement les gens qui ne veulent pas être à la sécurité sociale, c'est parce qu'ils ont un monopole. Elles ont un monopole. Figurez-vous que toutes ces assurances sont regroupées dans un cartel qui s'appelle la RAM, la Réunion des assureurs maladie, qui comporte tous les assureurs français. Et ils ont 6 millions d'assurés monopolistiques, car c'est eux qui régissent le RSI. Eux et les mutuelles également. Donc vous avez un véritable cartel qui, au moment où les directives sont apparues, a commencé par désinformer en disant les directives ne concernent pas les assurances, etc. Mais si demain, au lieu de voir un RAM, vous voyez la liste des assureurs, mais vous auriez un éclair, les gens diraient mais la sécurité sociale, ce sont donc des assureurs privés? Mais oui, c'est ça, ce sont des assureurs privés. Oui, donc nous nous adressons... Je suis émerveillé là, oui, mais d'apprendre ça. nous nous adressons à des assureurs étrangers, d'abord pour bénéficier de ce que l'on appelle l'effet transfrontalier, qui vous garantit beaucoup, parce que la Commission européenne veille de très près à ce que les règles transfrontalières soient respectées, même si elle ne veille pas beaucoup à ce que les règles soient respectées en France. Et dans le principe, on bénéficie quand même du plein effet des directives européennes et des dispositions européennes. Et deuxièmement, tous ces assureurs sont réassurés. Les principaux assureurs qui nous assurent sont réassurés soit par les Lloyds, qui est le plus grand réassureur mondial, soit par Munich Re, qui est un autre très grand réassureur mondial, soit par d'autres. Donc ces assurances offrent les meilleures garanties possibles en termes d'assurance, alors que la sécurité sociale ne vous offre que la garantie de ses déficits. C'est-à-dire que les déficits de la sécurité sociale appellent tout de suite l'intervention de l'État qui essaye de les combler. Jusqu'à présent, le système ne tient que comme ça. Mais si demain, l'État n'a plus les moyens de combler ses déficits, que ce soit pour les retraites ou pour la maladie, vous allez avoir un système qui va s'effondrer. C'est-à-dire que les assurés sociaux qui se croient actuellement protégés ne le sont pas. Bien sûr. Car monsieur... Non, et monsieur Woerth, qui était ministre à l'époque, a quand même brillé par un moment de sincérité et de lucidité. Lorsqu'il a déclaré, il était ministre des Affaires sociales, donc c'était dans les années 2008-2010, si je me souviens bien, il a déclaré, à partir du mois de septembre, on paye les retraites à crédit. Est-ce que vous vous rendez compte de l'effet que devrait produire sur les Français une telle parole? Comment? 4 mois à crédit? Mais si demain on n'a plus de crédit, que va-t-il se passer? Mais il ne va rien se passer du tout, sauf que vous n'aurez plus de retraite, ou en tout cas pas au même niveau. On est dans l'espace de ce qu'on appelle les craintes irraisonnées, c'est-à-dire que la particularité de l'homme, c'est qu'il a peur de choses qui ne puissent pas... Enfin, c'est l'histoire du ciel qui tombe sur la tête des Gaulois. Oui. L'homme a la plupart du temps peur de choses qui sont absolument inexistantes, et par contre, il ne s'inquiète pas de choses parfaitement existantes. Voilà. C'est une difficulté de bien saisir de quoi on doit avoir peur ou non. Bien écoutez, Claude Reichmann, d'abord je vous remercie infiniment. Donc tout ça a été très clair. Votre combat est tout à fait exceptionnel. Mais il vient de connaître, si je peux me permettre avant qu'on termine, un rebondissement très heureux, car pour la première fois, un homme politique français, M. Frédéric Lefebvre, qui est un ancien ministre donc, du gouvernement de M. Sarkozy,
député européen, député français, des Français de l'étranger, vient de prendre position très claire en disant qu'il y a une directive européenne qui permet aux Français de quitter la sécurité sociale, le RSI, etc. Donc c'est la première fois qu'un homme politique le dit, et ça va avoir des effets extrêmement puissants, car tout notre combat s'est heurté jusqu'à présent au mensonge d'État. Le jour où quelqu'un qui fait partie de l'État, ou qui en a fait partie, et qui en fait partie puisqu'il est député, vient dire « la loi vous permet de le faire », c'est une novation extraordinaire. Je le dis depuis 25 ans, mais je n'avais pas la prétention de parler ex cathedra, mais je parlais quand même avec des textes, avec des preuves innombrables, mais on est dans une situation en France où tout passe par l'État, il n'y a rien qui ne passe par l'État, et donc tant que l'État lui-même n'avait pas commencé à se déliter de ce point de vue-là, eh bien nous étions affrontés à de grosses difficultés. Pour celui qui vous écoute, moi je trouve que vous étiez convaincant dès le début. Quand on vous entend, enfin quand on va à vos réunions, quand on vous entend, quand on vous écoute, la première fois qu'on vous écoute, on comprend tout de suite que vous avez raison. Mais ce qu'on comprend aussi, c'est que la machine ne va pas dans ce sens-là. Donc la machine ne va pas dans ce sens-là, et la machine, c'est la machine. Alors la machine, c'est l'État, mais l'État, c'est aussi les gens. C'est-à-dire, si vous voulez, s'il y a... D'accord, les politiques, en fait, vous dites que les gens votent pour les politiques. Si vous voulez, on ne peut pas dire c'est les politiques qui font l'opinion, c'est l'opinion qui fait les politiques, tout ça c'est un ensemble. Et effectivement, cet ensemble est mis sur des rails, dans un fonctionnement qui a été vendu comme il a été vendu, d'une manière, c'est de la fausse marchandise, c'est certain, mais il n'empêche que c'est comme ça que ça marche. Et donc, si vous voulez, pour aller à contre-courant, même quand on a parfaitement raison, c'est très difficile. Et votre combat était très difficile. Alors, effectivement, ce monsieur, et peut-être que vous allez pouvoir me donner un scoop, là, parce que ce monsieur Lefebvre, dont j'ai vu passer les déclarations, qui m'ont effectivement apporté le même sentiment de satisfaction qu'à vous, ce monsieur Lefebvre, est-il quelqu'un qui combat à partir de vos idées et qui est je dirais, un ami coopté, ou est-il un ami de l'ennemi qui comprend qu'il va falloir commencer à changer de discours et qui envoie un pion commencer à en parler pour voir ce que ça va donner? Alors il est à quel endroit ce monsieur? Non, je pense que c'est un homme qui est sincèrement libéral, qui souhaite ne pas placer son combat sur le plan idéologique, mais sur le plan du malheur que fait le RSI à tous ceux qui en souffrent. Mais je suis intimement convaincu, il suffit de l'entendre d'ailleurs. Nous allons mettre en ligne, elle est peut-être déjà en ligne à un certain endroit, une interview de 25 minutes faite hier soir par un de nos amis à Brest, de M. Lefebvre. Je vous invite vraiment à regarder cette interview parce que tout ce qu'il dit, du début jusqu'à la fin, est marqué du sceau de la vérité. Et celui qui le commente, à savoir moi-même dans votre émission, est quand même pas trop mal placé pour essayer de juger de la rectitude de ses propos. Non, j'ai été vraiment très surpris, non pas des propos eux-mêmes, puisqu'il les avait déjà tenus, mais de l'extraordinaire rectitude de son raisonnement. Il est totalement dans l'idée que ce système est très mauvais, qu'il fait du mal, que l'Europe a adopté des mesures de liberté, et qu'il y a bien une directive européenne, il le dit, qui permet de le faire. Donc à partir de là, il ajoute, il faut ouvrir un débat français, désormais. Et c'est ce débat qui nous a toujours été refusé et qui va s'ouvrir. Alors, pour répondre à votre question de manière aussi claire que possible, je suis tout simplement persuadé que nous sommes arrivés au moment où un certain nombre de personnes deviennent tout d'un coup conscientes que ça ne peut plus durer. Il n'est pas envoyé par le système pour essayer d'améliorer les choses, parce que sinon, il ne proposerait pas la liberté. Il proposerait une amélioration, comme on dit, c'est-à-dire des mesures parfaitement illusoires. D'ailleurs, qu'il critique d'ailleurs lui-même fortement, en disant qu'il n'a pas voté d'ailleurs les quelques mesures... Moi, je ne connais pas ce monsieur, mais je l'ai vu en photo, bien sûr, j'ai vu ses déclarations, mais je dis ça, c'est pas du tout une plaisanterie, mais ce monsieur, sur ce thème-là, plus sur le thème de l'impôt, mais il a suffisamment de temps pour devenir président de la République. Ah, mais je pense que... Parce que c'est vraiment... C'est son projet, puisqu'il est candidat aux primaires de la droite, je ne sais pas comment on appelle ça, la droite et du centre. Les primaires, vous savez, dans ces combats, vous avez fait de la politique, vous êtes présenté pour être président de la République. Vous savez bien comment ça se fait, ces primaires, c'est du pipeau, parce que
c'est des votes à des adhérents. C'est des gens qui sont déjà complètement lobotisés. C'est pas des gens libres. La France, c'est pas fait. Théoriquement, non, puisqu'il semble que ces primaires, d'après ce que j'ai cru comprendre, seraient ouvertes, c'est-à-dire qu'il suffira de dire qu'on adhère aux valeurs Vous signez, hein. Oui, signer, et qu'on donne 2 €, ce qui est quand même une somme qu'on peut arriver à avancer, malgré l'état de décrépitude de la France. Mais ce qui est sûr, c'est que, pour nous, le débat va s'ouvrir. Or, ce dont nous avons souffert pendant toutes ces années, c'est en plus d'une censure de la presse, qui est invraisemblable. Nous avons vécu par sa misdate interposée. Est-ce que vous êtes prêt, Claude Reichmann, est-ce que vous êtes prêt à faire sacrifice de votre personne? C'est-à-dire que quand le débat va s'ouvrir, il va s'ouvrir, puis il y a des gens qui vont se l'approprier, et puis dans 5 ans, quand il aura été ouvert et en train de se solutionner, on vous aura oublié. Oh, écoutez, qu'on m'oublie, j'avais un vieil oncle qui disait à son épouse, ma vieille tante, oublie-moi 5 minutes. Donc qu'on m'oublie n'a aucune importance. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, ce qui comptera, c'est d'avoir réussi à donner à la France un nouveau système social qui permette d'une part d'être bien protégé et d'autre part qui permette à l'économie de fonctionner. Pour le reste, vous savez... Bien, Claude Reichmann, merci. Merci à vous. Et ce que vous dites est de très bonne qualité. Et si vous avez là la joie, le plaisir, au bout de toute cette année de lutte, de voir les choses se concrétiser, ça va être un grand moment de bonheur et je vous le souhaite sincèrement. Merci beaucoup. Bien, nous vous disons au revoir, à bientôt.